Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir j'ai fait cette petite vidéo pour répondre à des questions qui m'ont été posées par l'intermédiaire de mon Facebook et de YouTube. Alors j'en ai une par exemple de David Marchand qui a des problèmes d'instabilité rotulienne. Alors il me demande qu'est-ce que je dois faire. J'ai ma rotule qui bouge et j'entends tout le temps un craquement quand je fais des accroupis, des squats complets. Des squats complets, c'est des flexions complètes avec une barre sur le dos. Donc pour voir un peu, hein, ça c'est là pour les gens qui ne connaissent pas, ça si vous avez une petite jambe, alors là c'est l'extérieur, hein, avec le tibia, ici le péroné, maintenant c'est la fibula, hein, ce qu'on appelle, donc voilà, et vous avez ici le fémur, hein, et vous avez la trochlée du fémur qu'on voit un peu ici, je ne sais pas, c'est un peu lumineux, ici, hein. Vous voyez la lèvre externe est plus développée, vous avez ici la rotule, hein. Donc c'est cette rotule, quand il fait une flexion, qui va passer latéralement, qui va bloquer, qui va être tirée latéralement. Alors pourquoi elle est tirée latéralement? En général, chez les gens, cette rotule, quand on fait un squat, hein, alors je vais vous montrer un peu un quadriceps hein, pour que vous voyez ce que c'est, hein, parce que tout le monde ne connaît pas l'anatomie, hein. Alors vous avez ici un quadriceps, je vous montre ça, je vais vous montrer un quadriceps, voilà. Vous avez ici le quadriceps, hein, vous voyez, vaste interne, vaste médial, vaste externe, et vous avez le vaste intermédiaire hein, qui est dessous. Donc voilà, et vous avez le vaste interne. Alors quand le quadriceps qui est ici tire hein, pour étendre la jambe, c'est le muscle qui étend la jambe, hein, c'est le muscle quand il se contracte, sa principale fonction c'est d'étendre la jambe, comme ça, hein, clac, avec la rotule, normalement la rotule reste là. Et ben, le quadriceps va tirer sur la rotule, va étendre le tibia, il s'accroche ici, hein, vous voyez, ici il y a une tubérosité, on la voit bien, hein. Ça c'est l'insertion normalement du tendon rotulien, hein. Et en tirant, comme il tire légèrement sur un axe externe assez puissant, hein, parce que c'est le vaste externe qui remonte latéralement, légèrement, donc qu'est-ce qui va se passer? Si le vaste externe est très puissant, il va tirer la rotule vers l'extérieur, et si cette rotule n'est pas assez bien calée dans la trochlée, on va dire, dans la gorge de la trochlée fémorale, hein, si la trochlée fémorale n'est pas assez profonde, et si la lèvre externe de cette trochlée n'est pas assez développée, la rotule va passer, va riper sur la lèvre extérieure, va bouger un peu, puis ça va faire mal. Alors ça peut être la lèvre qui bouge, comme ça peut être la rotule qui bouge, comme ça peut être juste un peu de ligament qui bouge aussi, mais sans avoir un décrochement total de la rotule. Donc voilà, je vous montre un schéma, hein. Vous avez ici le fémur, hein, vous voyez ici le tibia, péroné, hein, fibula, et vous avez ici une symbolisation de la trochlée, hein, de la poulie dans laquelle vient glisser là c'est la poulie de réflexion qui s'appelle la rotule, hein, et la lèvre externe normalement qui est ici est tout le temps plus développée. Alors on la voit ici, vous voyez, ici j'ai fait ça, alors vous voyez, la lèvre externe ici est toujours plus développée en général pour empêcher justement la rotule de riper vers l'extérieur, hein. Et là on voit bien le tendon, et on voit bien que le vaste interne. Alors le vaste interne a pour principale fonction de tirer les fibres du vaste interne, les fibres basses du vaste interne sont assez horizontales, hein, elles ne tirent pas vers le haut, pour recaler en général la rotule vers l'intérieur, pour pas qu'elle parte vers l'intérieur tirée par le vaste externe, hein. Donc, alors que le droit antérieur de la cuisse, lui, elle va tirer verticalement vers le haut. Le vaste externe a tendance à être un muscle très puissant qui étend la jambe, hein, et qui a les fibres qui partent latéralement comme ça, légèrement sur le côté, et qui a tendance à pousser, à tirer la rotule vers l'extérieur. C'est pour ça que la lèvre externe hein, du fémur, en général, est beaucoup plus développée, hein, c'est celle-là, hein, vous voyez. En général, elle sort plus pour empêcher la rotule de passer vers l'extérieur quand le quadriceps la tire. Alors il y a un autre système, comme j'ai dit, hein, de protection, c'est le vaste interne, hein, du quadriceps. Alors je le remonte encore une fois, hein, dont les fibres inférieures sont presque horizontales chez beaucoup de personnes, hein, ici, ça c'est le vaste interne, et qui permet de recaler, de recentrer l'axe de la rotule quand on fait un effort, quand une flexion sur jambe. Alors ce garçon Dylan a des problèmes d'instabilité rotulaire. Alors qu'est-ce que je dois faire? Écoute, évite les mouvements où ça saute, tu vois. Et puis,
quand tu t'entraînes, si tu fais du squat, bah, mets une genouillère assez serrée pour bien bloquer la rotule dans la trochlée fémorale, dans la poulie du fémur, pour pas qu'elle parte à droite à gauche. Il y a un autre moyen justement d'empêcher cette rotule de passer vers l'extérieur, de ripper, hein, ce qui peut être douloureux, ou bien une partie, ou même le ligament, ou la fibre qui est sur le côté, c'est de travailler intensément le vaste interne. Alors on travaille comment le vaste interne? En faisant un peu de hack squat. Vous savez, c'est ce squat, cette presse avec des boudins ici, où on descend. Alors on met les pieds parallèles, hein, et on descend. Vous pouvez faire la même chose avec du leg extension. Hein. Le leg extension, je ne sais pas si je l'ai là. Bon, alors tenez, là j'ai le hack squat. Voilà, ça c'est du hack squat. Voilà, hein. Ça c'est pas mal. Vous faites pieds serrés pour travailler ça. Descendez pas trop, ça travaille bien le vaste interne. Hein. Et puis alors, si vous voulez bien tonifier le vaste interne, faites du leg extension, hein, c'est-à-dire vous êtes assis sur un banc, hop, hop, et vous faites des extensions de jambes sur la machine, c'est un leg extension. Est-ce que je l'ai là? Voilà, vous l'avez ici, voilà, c'est cette machine-là. Ça, c'est du leg extension. Hein. Alors, vous faites ça pour travailler, ça travaille bien le vaste interne. Alors, si vous voulez bien le travailler, essayez de faire pied bien parallèle, vous ne le faites pas pied vers l'extérieur, hein, quand vous allez travailler, puis même vous pouvez terminer les pieds légèrement à l'intérieur pour essayer de bien localiser, mais c'est assez dur quand même de pouvoir bien localiser sur le vaste interne. Mais bon, c'est un exercice qui est pas mal pour le tonifier. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? C'est à peu près tout. Hein. Ça, c'est des points de nature. On peut progressivement arriver justement en tonifiant le vaste interne et en mettant on va dire une genouillère. Pas tout le temps, mais juste quand vous faites par exemple des squats complets, vous arriverez peut-être à gérer ce problème. Voilà. Alors ça, c'était pour Dylan. Alors ensuite, j'avais Nicolas qui me disait, moi je suis longiligne, j'ai d'énormes problèmes, pouvez-vous faire un petit speech sur les longilignes et les brevilignes? J'ai des problèmes quand je fais des squats, tout ça, ça me pose vraiment beaucoup de problèmes. Alors c'est simple, hein, les longilignes, brevilignes, alors pour les gens qui ne connaissent pas, hein, ça n'a rien à voir avec être grand et être petit. Hein. Je le redis encore une fois, j'ai déjà dit dans mes vidéos, quand je fais des vidéos sur les adaptations des morphologies à la chaleur, au froid, hein, c'est différentes morphologiques, les différences morphologiques en fonction du climat. Hein. J'ai dit qu'il y avait les longilignes qui se trouvaient plutôt dans des zones chaudes, hein, équatoriales, et les brevilignes plutôt dans les zones froides. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des gens grands qui sont au sud et des gens petits au nord. C'est-à-dire que c'est juste le rapport tronc-membre. Hein. Donc un longiligne, qu'est-ce que c'est? Un longiligne, c'est quelqu'un qui a proportionnellement un buste court et des membres longs, des jambes longues. Hein. C'est quelqu'un qui a des jambes qui n'en finissent pas. Alors par exemple, les longilignes typiques, c'est les Kenyans. Alors il y a différents Kenyans, les petits marathoniens aussi, les Somaliens, qui eux sont des longilignes petits. Hein. Et puis vous avez les brevilignes. Alors les brevilignes, vous avez des brevilignes, par exemple, les basques en général. Vous voyez par exemple le basque en général, il n'est pas forcément long en jambes, mais ça fait des grands gaillards quand même à cause de la nourriture, le climat, mais avec des jambes courtes. Donc ce sont des grands brevilignes, hein, c'est-à-dire qu'ils paraissent courts sur pattes des fois, mais ils sont grands. Hein. Donc voilà, alors les brevilignes et les longilignes. Les longilignes auront plus de problèmes pour faire des squats complets, pour faire des mouvements complets d'accroupi. Hein. Alors j'ai parlé un peu du coucher, mais voyez, alors ça c'est les morphologies. Vous avez deux personnes à peu près de même taille, hein, et vous avez là un longiligne. Alors vous voyez que ses jambes sont bien plus grandes et son buste est proportionnellement plus court. Et là vous avez un breviling. Hein. Donc là ça sera un japonais. Et puis là on va dire que ça sera un somalien. Alors si celui-là est plus grand que l'autre, ça sera un Maasai. Et si celui-là est très grand, ça sera un basque, entre guillemets. Après on trouve de tout partout. Hein. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer. Donc ça n'a rien à voir avec la taille, ça a à voir avec la longueur des membres. Donc le longiligne aura plus de problèmes. C'est pas qu'il sera moins fort. Il aura plus de problèmes pour s'accroupir totalement avec des charges qu'on rencontre en musculation. Hein. Par contre, ça sera un très bon coureur. Mais moi, là, j'ai parlé pour les mecs qui font de la muscu. Donc voilà, là, c'est pour vous montrer un peu. Voilà, en excès, là, vous avez un nain, donc breviling excessif. Hein. Et là, vous avez un longiligne. Vous savez que le nain, quand il fait un squat, il est comme à la presse. Le dos n'est pas incliné. Et ici, il n'a pas beaucoup de porte-à-faux, donc il va pousser facilement. Hein. Il n'aura pas de problème pour lever la barre, le levier sera parfait. Alors que vous voyez un longiligne,
un longiligne, lui il a un long fémur, il va être obligé pour rattraper l'axe de gravité, hein, il va être obligé de se pencher énormément en avant, donc du coup, problème au niveau du dos, il va être obligé de se pencher, un gros contrôle sur le dos, et là, c'est pas évident, il va être vite limité en charge, s'il monte, plus le poids va augmenter, plus il va se casser la gueule, alors que le petit nain qui est ici va pouvoir monter. Alors c'est excessif quand je montre un nain, en fin de compte, on peut avoir des mecs de... Vous voyez là, c'est deux personnes... Je monte encore sur les longilignes. Euh, Voilà. Encore, voilà. Voilà pour que vous voyez un autre truc de longiligne, hein, vous voyez. Hein. Longiligne, bréviligne. Hein. Donc, ça pose un problème pour le squat. Par contre, ça pose aussi un problème pour le squat devant, hein, si vous voulez, ou même pour les épaulés, comme il y a beaucoup de crossfit actuellement. Hein. J'ai déjà passé ça dans une vidéo. Alors, vous voyez, là, vous avez un longiligne, et là, vous avez un bréviligne. Vous voyez que le longiligne est plus incliné vers l'avant, ça lui pose des problèmes hein, quand il fait un épaulé ou quand il fait un squat devant. Hein. Donc, à partir d'une certaine charge, il va avoir du mal à maintenir la charge devant, il va se péter la gueule en avant, alors qu'un longiligne, lui, n'aura pas de problème pour tous les mouvements, un bréviligne n'aura pas de problème pour tous les mouvements d'haltéro. Les longilignes sont vraiment handicapés sur les mouvements d'haltéro. Alors, les descentes complètes au squat, ils vont arrondir le bas du dos. Il faudra faire très attention pour ne pas avoir de hernie. Donc, en arrondissant, on risque d'avoir un peu de noyau, hein, comme ça. Si vous arrondissez trop la colonne vertébrale, le rachis, vous risquez d'avoir à ce niveau-là, ici, il y a des amortisseurs. En arrondissant trop, ça va pincer devant, ici, et ça va faire une protrusion à l'arrière. Le noyau fibreux qui est ici, ça risque d'avoir une lésion du noyau fibreux avec trop de pression à l'arrière. Et c'est, vous savez, comme les chewing-gums, là, quand vous mâchez un chewing-gum avec du jus à l'intérieur, le jus il sort. Là, vous avez le jus qui va sortir derrière, hein, et ça va compresser les nerfs qui sont ici. Donc, c'est ça le problème que va rencontrer le longiligne. Donc, il a intérêt à faire une très bonne fixation. Et de toute façon, il va vite être limité par la charge, il va se péter la gueule souvent en avant. Donc, lui, il sera condamné à faire du squat à partir d'une certaine charge, du demi-squat ou du tiers de squat. Alors que le bréviligne, lui, peut descendre très bien pour avoir une très bonne localisation des quadrilles. Alors que le longiligne, il sera tellement penché en avant qu'il va travailler sur les fesses à fond. Ça sera un peu gênant. Je vous montre aussi le problème du longiligne, parce que je parle du problème du longiligne, comme c'est un longiligne c'est Nicolas hein, qui m'a demandé justement de lui faire la petite vidéo. Donc voilà, pareil, le longiligne quand il fait du crossfit ou de l'arraché, hein, vous voyez, ici longiligne, il va être obligé de descendre, le bus sera plus penché en avant, hein, donc plus grand porte-à-faux, ça va être gênant pour lui, hein, donc beaucoup plus d'efforts à fournir sur le bas du dos et sur les quadriceps, et pour compenser le centre de gravité qui va être déporté, il va être obligé de tirer ses épaules en arrière, et vous voyez qu'en mouvement d'haltéro, ça va lui faire beaucoup plus de traumatisme au niveau des épaules, hein, par rapport à un bréviligne qui, lui, hop, pourra se mettre dessous, et puis il sera comme à une presse en train de pousser, avec l'épaule pas trop portée en arrière, il risque pas trop de lésions au niveau de l'épaule. Ils en risquent d'autres, mais pas ça. Donc voilà. Le petit truc que vont avoir les brévilignes par rapport aux longilignes, c'est que les longilignes, comme ils sont tout le temps à la limite de la rupture, de se péter la gueule, ils vont en général travailler des bons fessiers et des bons lombaires. Hein. Donc en général, ils peuvent se blesser s'ils montent lourd, mais en général, ils n'ont pas le temps de monter assez lourd et ils renforcent vachement le dos. Ce qui arrive aux bréviligne quand ils font du squat, en général, c'est comme eux n'ont pas un travail de renforcement des fessiers, travaillent essentiellement au quadriceps, les brévilignes. Donc ils montent au squat, ils sont très forts, très forts. Ils sont rarement penchés en avant parce qu'ils ont un très bon angle à cause de leur fémur court, hein, donc pas beaucoup de porte-à-faux. Ils montent lourd. Ils montent lourd sans avoir renforcé les lombaires ni les fessiers. Et un jour, ils basculent un peu en avant avec une charge trop grosse. Incapables de rattraper la barre, ils arrondissent le dos et ils se pètent avec des charges énormes. Et ça, c'est un accident typique du bréviligne, c'est tellement bon en squat, mais pas bon. En réalité, pas beaucoup de lombaires pour gainer tout ça, parce qu'ils sont en général comme une colonne verticale, leur buste. Hein. Donc quand ils tombent en avant, en général, poum, ils ont beaucoup de pression, leur corps n'est pas habitué à subir cette pression. Le longiligne, lui, il a tout le temps, quand il se fait son squat, une pression intense sur le dos. Et bien lui, le bréviligne, comme il n'est pas habitué, il n'a pas renforcé ses lombaires et ses fessiers, il est capable de monter des grosses barres uniquement en quadriceps. Et bien lui, en général, il fait un problème grave, une pathologie discale grave, une hernie, hein, ça pète. À l'avant, ça compresse, hein, comme j'ai dit. Hein. Ça va compresser ici, à l'avant, il va avoir la colonne vertébrale qui va s'arrondir, il va appuyer devant et derrière ça va gicler, ça va compresser les éléments nerveux et puis là c'est repos, voire opération, endoscopie, on enlève un peu ce qui a fait protrusion, donc un peu
d'anneau fibreux qui est peut-être lâché, puis un peu de gelée à l'intérieur, parce que ça, c'est des amortisseurs hein, qui permettent justement, quand on marche, d'avoir des petits mouvements, de pouvoir d'avoir des rotations et aussi d'avoir un amorti de la colonne vertébrale, un amorti général. Donc en général, les Brevilling, ils sont tellement bons qu'ils risquent des accidents, un peu comme vous savez les jeunes qui sont bons en moto, qui vont à toute vitesse. Hein, le mec qui est pas très bon, un peu timide, il y va, il n'est pas très bon. Le mec est trop sûr de lui, en général, il fait rarement d'accident, mais quand il fait un accident, c'est un accident très grave, voire mortel. Bah, c'est pareil pour les mecs qui font du squat, ils sont tellement bons qu'ils oublient de renforcer les lombaires. Hein, et voilà. Donc, la revanche du longiligne. Alors le longiligne, il a un avantage, c'est au soulevé de terre. Hein. Et c'est pour ça que quand on voit les strongmen, hein, en général, les strongmen, c'est ceux qui portent des grosses pierres. Hein, c'est ceux qu'on voit en train de porter des grosses pierres. Ces grands Islandais, ces grands Lituaniens, ces gros Allemands, ces Hollandais. Donc Hollandais, tout ça, c'est des pays où il y a beaucoup de fromage, beaucoup de lait, beaucoup de cochons. On mange beaucoup. On est des Nordiques et on a poussé à cause de toute cette nourriture abondante. Il n'y a pas de sélection sur les rachos. Hein. Donc les rachos sont économiques et en cas de disette, en cas de crise économique, c'est le rachot qui survit parce que le gros il consomme trop. Ça c'est à savoir. Donc longiligne balèze, on le voit en général gagner les strongman, hein, alors qu'il est plus gêné en powerlifting ou en powerlifting, il faut être déjà plus court, à part les mecs qui font du deadlift. Donc c'est le longiligne, il sera bon en strongman, donc on n'est pas obligé de s'accroupir complètement, on prend des grosses pierres, un peu en position de soulevé de terre, on marche avec nos grandes jambes, on est des balèzes, mais on a des grands membres. Donc la revanche du longiligne, c'est sur des activités comme ça où il n'y a pas le squat complet comme activité. Hein. Donc le longiligne aussi, c'est le sprint, hein, mais bon, je parle essentiellement de muscu. Puis voilà, le longiligne, il a sa revanche au soulevé de terre. Hein. Vous voyez un brevilling, le problème du brevilling, c'est quand il va faire un soulevé de terre, il va être obligé de s'accroupir un maximum pour aller chercher la barre. Alors que le longiligne, lui, bah, il fait un tiers de squat pour aller chercher la barre avec ses grands bras et ses grandes mains. D'où l'avantage d'être longiligne au soulevé de terre. Le dos sera plus incliné, mais comme il n'aura pas beaucoup de débattement à faire, vous avez vu le mouvement, hein, parce qu'il a des longs fémurs et des grands bras, donc en général, ce sont les longilignes qui font les champions de soulevé de terre, de deadlift, hein, de soulever à la mort, soulevé mort. Donc voilà, alors voilà, c'est à peu près tout pour les longilignes. Je pouvais parler aussi du coucher pour les brevillignes et les longilignes. On va en parler un peu parce que c'est intéressant. Alors pour le coucher, pareil, hein, développé couché, vous savez, quand vous êtes sur le bras, bah là, les longilignes, c'est pas top. Hein. Donc, parce que si vous êtes longiligne, en plus, vous n'avez pas une cage épaisse, vous allez faire une grande descente et vous risquez de vous arracher le grand pectoral. Hein. Donc voilà, ça, c'est le mouvement du développé couché. Vous l'avez là, encore un petit schéma. Hein. Donc on est là. Hein. Et puis, alors, si vous avez les bras, de longs bras, donc vous êtes longiligne, bah, vous allez tirer. Alors, où est-ce qu'il est, mon longiligne? Je regarde un peu. Revue d'accord. Voilà. Vous avez le longiligne qui est ici, ben vous voyez, s'il a des longs bras, et ben, ça va descendre plus. Ici, c'est le long bras, ça va descendre plus et ça va tirer plus sur le grand pectoral. Hein. Et là, vous risquez la rupture. Hein. Alors, un problème aussi, si vous êtes longiligne et vous avez une petite cage. Alors, une petite cage, ça va vous obliger à descendre plus. Vous voyez, là, j'ai mis la ligne de descente et là, vous avez une grosse cage. Hein. Alors, la grosse cage, ça arrête la barre. Alors, si vous êtes au coucher, vous avez une cage plate avec des bras longs, allez, vous êtes mal barré pour faire un coucher lourd. Vous serez limité, vous allez risquer l'arrachement. Alors la déchirure musculaire du grand pectoral, voire l'arrachement total hein, ou partiel du tendon du grand pectoral. Alors c'est pour vous montrer, ça c'est la morphologie. Hein. Ça c'est la bonne morphologie. Hein. Ça c'est la morphologie des champions de bench press. Donc c'est grosse cage, bras courts. Et ça c'est la morphologie du longiligne, du Kenyan, qui sera jamais bon au coucher. Pas qu'il manque de muscles, mais il est trop longiligne. Hein. Et il a des bras trop longs qui vont faire qu'il va descendre trop bas, hein, des longs avant-bras, une cage plate, et là s'il descend, il risque l'arrachement du grand pectoral que je montre ici. Hein. Voilà, c'est pas beau, c'est pas sympa, c'est ici, ça s'est arraché, et blong. Et là pour le remettre, il faut aller se faire opérer. Alors si c'est juste de la fibre, c'est moins grave, mais ça se remet pas. Si c'est le tendon, c'est plus grave, mais par contre ça peut se remettre. Et alors là, il faut y aller direct, hein, parce que vous n'allez pas attendre, vous risquez d'avoir une rétraction fibreuse. Donc voilà, l'avantage et les inconvénients du longiligne et du brevilligne. Alors un autre truc, je vais en parler un peu, on en avait parlé, qu'est-ce qui m'avait parlé de ça
c'était aussi dans la question de la semaine. C'est pourquoi on dit qu'il faut faire le développé couché en resserrant derrière les omoplates, hein, comme ça. Hein. Alors pourquoi? Alors, c'était la question. Hein. Alors c'est parce qu'en général, il y a des morphologies différentes. Alors qu'on soit large d'épaule ou pas large d'épaule, quand vous faites un développé couché, hein, bah, resserrer les omoplates derrière, ça vous évitera d'avoir de chaque côté du banc, hein, d'avoir vos omoplates qui vont s'affaisser de chaque côté du banc. Hein. Si vous mettez directement comme ça, c'est pas bon. Donc, serrez bien vos muscles, hein, contractez bien le milieu du dos. Hein. Pourquoi? Ben, pour éviter que vos omoplates s'écroulent latéralement, ce qui va faire que vous allez avoir moins de force au démarrage, à la poussée, mais ce qui va faire aussi que quand vous allez descendre en bas, ben, vous allez tirer encore plus le pec et vous risquez la rupture. Donc, maintenez bien les muscles derrière. Alors, je vais essayer de vous trouver les muscles qui resserrent les omoplates, hein, si je les trouve et si j'ai le temps. Alors, poussez le dos. Hein. Ça peut être intéressant de les montrer. Je vais voir si je les ai là. Les muscles qui resserrent l'omoplate. Alors, je les ai ici, mais c'est pas le mieux. Voilà, là j'ai fait une fille. Voilà, une fille qui serre le dos. Hein. Voilà, vous avez la fille qui serre le dos. Voilà, vous me voyez. Alors, il faut bien travailler le milieu de dos ici. Hein. Alors, si vous n'êtes pas assez fort, bah, bossez-les. Hein. Voilà, ça, c'est la partie basse du trapèze hein, qui est importante à bosser. Et en dessous, les rhomboïdes. Hein. Alors ça permet de rapprocher ces deux muscles hein, rhomboïdes. Vous voyez, c'est le muscle qui part de l'omoplate, ici, scapula, et qui rapproche l'omoplate du centre du corps. Et vous avez la partie inférieure et moyenne du trapèze qui, elle, la ramène aussi ça. Alors, c'est des muscles très, très importants à travailler hein, au développé couché. Si vous êtes justement large d'épaule, vous allez risquer de vous affaisser en arrière et vous risquez aussi la blessure. Hein. Donc attention, si vous êtes court d'épaule, travaillez-le aussi, court de clavicule, travaillez-le aussi. Hein. Alors c'est en général les gens larges de clavicule qui s'affaissent sur le banc. Vous verrez que en général les champions de coucher sont des mecs qui sont proportionnellement courts de clavicule, comme Laszlo Mészáros, qui est un champion qui a plus de 300 au coucher même sans maillot, que je connaissais très peu cage épaisse, clavicule pas large et bras courts. Hein, et ça, c'était une morphologie typique. Après, vous avez des gros gabarits avec des épaules larges. À ce moment-là, ils rentrent. Les épaules, qui sont des champions de développé couché aussi. Mais en général, quand on a les épaules larges, on risque d'être un peu désavantagé. Donc, voilà pourquoi on resserre au développé couché le milieu de dos. Donc, on contracte tous ces muscles. Alors, il y a plein de mouvements pour travailler ça. Vous savez, des fois, vous avez des machines pour faire les pecs. Ben, vous pouvez vous mettre dans l'autre sens et puis pousser comme ça en arrière. Hein. Vous avez une machine Dr. Wolf qui est pas mal aussi. Faites plein de mouvements comme ça. Hein. Vous pouvez faire du câble, hein, comme ça, horizontal, pour bien travailler sur le milieu du dos, du rowing, en travaillant bien la fin du rowing horizontal, comme ça à la barre, hein, pour bien travailler le milieu du dos. Le principal, c'est de bien ramener les épaules en arrière. Ça vous permettra d'être bien stable et de protéger le milieu du dos. Voilà, est-ce que j'ai d'autres questions qui m'avaient été posées? Non, non, j'en ai pas d'autres. Hein. S'il y en avait une, mais bon, non, je traiterai après sur les régimes alimentaires. Je traiterai demain. Parce qu'on m'avait posé une question, c'est quand faut-il faire un jeûne? Je ne suis pas un spécialiste de la nutrition, ça c'est plutôt Gundil. Hein. Je vais quand même un peu y répondre. Il y a un gars qui m'avait posé la question, Fred, parce qu'il me voyait faire des régimes avec des jus. Alors, quand est-ce qu'il faut que je fasse un jeûne? Alors, il me dit, écoute, franchement, bon, les jeûnes, c'est peut-être bon, c'est détox, c'est tout ce que vous voulez. Je disais, si on est un Européen, hein, autant, je ne suis pas le spécialiste, hein, mais autant faire un jeûne, on est programmé, nous les Européens, pour accumuler de la graisse avant l'hiver hein, et la restituer justement pendant l'hiver, au moment où il va à la fin de l'hiver, quand il n'y aura plus assez de calories. C'est pour ça qu'on stockait, parce qu'en Europe, on stocke la nourriture, mais on stocke aussi sur nous du gras, parce que ça y est, carême, ça tombe justement à cette période-là, on ne mange pas beaucoup, ben, c'est au niveau religieux, mais c'est souvent lié justement à cette période où on termine ses réserves, on n'a plus à manger, donc on se permet de faire un jeûne avant de récupérer de la nourriture, de replanter, et c'est le printemps qui arrive, hein, donc à ce moment-là, on peut remanger. Donc en général, on fait un jeûne en général à la fin de l'hiver chez les Européens, hein, début printemps. Hein, c'est plutôt à ce moment-là, c'est début printemps qu'on va commencer, à faire un petit jeûne. De toute façon, le corps normalement était déjà habitué à ça. Notre corps, nous des Européens, des animaux, des bêtes qui sont montées au nord, ce sont des corps qui sont habitués à stocker du gras et à le restituer. Et même des fois à ne plus manger pendant quelques temps. Et en général, on ne mangeait plus vers la fin de l'hiver, début printemps. C'est pour ça qu'on est vraiment habitué à ça. Donc on passe en métabolisme gras, on utilise notre gras,
et justement on évacue les vieilles graisses et après on repart avec un corps nouveau. C'est pour ça qu'on se régénère hein, quelque part. Donc pour un Européen, je ne sais pas comment ça fonctionne pour un Africain, je ne sais pas comment ça fonctionne pour un Indien qui vivrait en zone plus tropicale, on va dire plus équatoriale, hein, plus chaude. Mais pour un Européen qui affronte l'hiver, je dirais faites votre jeûne au début du printemps, au printemps. Voilà, je ne suis pas le spécialiste, mais pendant des milliers d'années, on a fonctionné comme ça, donc ça serait peut-être mieux de se rapprocher de notre nature profonde, hein, de ce que nous sommes vraiment, nous, Européens. Hein. C'est pas du racisme, c'est rien, je le dis encore, c'est bien savoir qui nous sommes pour essayer d'optimiser au maximum notre potentiel. Voilà. Pour les Africains, je ne peux pas le dire, hein, il y aura sûrement des sites intéressants, allez voir le site de Casanova, de Thierry Casanova, qui est pas mal, hein. C'est pas un bodybuilder, ça n'a rien à voir, mais il explique très bien la nutrition, hein. C'est tout le temps très intéressant à regarder, hein. Donc allez voir son site internet, vous tapez Thierry Casanova sur le net, et puis lui, c'est un des meilleurs actuellement pour expliquer justement le fonctionnement de l'organisme, surtout au niveau nutrition, hein. Il est pas mal, hein. Allez le voir, même pour un bodybuilder c'est bien. Alors nous les bodybuilders, comme je dis tout le temps, lui c'est un crudivoriste qui mange des jus de fruits, qui mange des fruits, des jus de fruits, des légumes, qui mange pas de viande ou très très peu. Le bodybuilder c'est quand même une activité comme le powerlifting, mais le bodybuilding c'est quand même une activité sportive, on va dire, capitaliste, hein. Ça n'a rien à voir avec dans la vie de tous les jours, on ferait pas ça. Si on était en survie, on pourrait pas faire ça parce que ça nous demande de griller beaucoup de calories, d'ailleurs de détruire beaucoup de muscles pour en reconstruire beaucoup. C'est très intéressant, c'est amusant, mais on ne peut sûrement pas, avec une activité comme ça, faire un véritable régime crudivore, hein. Ça, c'est pour des gens qui ont une activité normale, voire une activité de réflexion, mais qui n'ont pas une activité physique intense. Le sport, c'est pas forcément quelque chose de bon pour la santé, on va dire, hein. Comme le bodybuilding, il faut le savoir. C'est bien d'avoir un bon corps, mais à se pousser à certains niveaux, c'est pas très bon. Donc, un régime crudivore risque de vous entraîner des carences, surtout s'il n'y a pas de viande. Mais par contre, allez sur son site, regardez, c'est intéressant, c'est vraiment bien, c'est un de ceux qui explique actuellement le mieux la nutrition. Voilà. Bon, ben, j'ai tout dit. Voilà, petite vidéo du soir. Espoir. Salut Stéphane Delavier, à bientôt.